Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Dans cette affaire, la victime et les criminels sont tous des jeunes, âgés de 13 à 16 ans. Et l'eau protégera les coupables pendant longtemps. Un crime si violent qu'il a durement secoué Victoria, la paisible capitale de la Colombie-Britannique, et qu'il a mobilisé la presse du monde entier. Vendredi soir, Rena, qui habite en famille d'accueil pendant la semaine, est rentrée chez ses parents pour le week-end. Une amie lui téléphone pour l'inviter à un party près de la rivière ce soir-là. Rena répond d'abord qu'elle préfère rester à la maison, mais elle finit par décider d'y aller. La mère de Rena est inquiète. Bob Downey, alors sergent détective, se souvient. Sa mère avait des doutes. Elle lui a dit « Tu ne devrais pas y aller, ces filles-là ne t'aiment pas ». Mais Rena pensait qu'elle voulait enterrer la hache de guerre et elle a décidé d'aller les rejoindre. Mais passé minuit, le 15 novembre 1997, Rena n'est toujours pas rentrée. Sa mère téléphone à la famille d'accueil. Rena n'y est pas non plus. Passé le couvre-feu, selon la loi, la responsable de la famille d'accueil doit aviser la police de qui n'est pas rentré. Des jeunes qui ne retournent pas chez eux et qui sont portés disparus un vendredi soir, surtout par un foyer d'accueil, ça n'a rien d'inhabituel. Normalement, ils sont de retour dans les 72 heures. Dès le lundi matin, un policier chargé de la liaison avec les écoles procède discrètement à des vérifications. Mais les jours suivants, de drôles de rumeurs commencent à circuler parmi les jeunes. La principale rumeur, c'était qu'il y avait eu une espèce d'altercation et qu'il y avait une jeune fille qui avait disparu, qui avait peut-être même été assassinée. Ce qui a compliqué les choses un peu au début, c'est qu'il y avait des jeunes qui disaient avoir vu la victime après l'assassinat présumé. Les informations étaient contradictoires. Ce n'était pas la première fois qu'elle disparaissait, qu'on nous signalait sa disparition. C'est pour ça qu'on pensait qu'elle reviendrait probablement dans quelques jours, comme elle avait fait avant. À la recherche de nouveaux indices, les policiers apprennent tout ce qu'ils peuvent sur la vie de Rena. Sa famille est originaire de l'Inde et ses parents vivent toujours ensemble. Il y en a qui nous ont dit que c'était une fille bien, d'autres qu'elle mentait au sujet de ses parents, de ses amis. Elle essayait tant bien que mal de s'intégrer. Mais il y en a qui continuent à dire qu'elle a été sauvagement battue par toute une bande, et même qu'elle serait morte des coups. Mais on n'avait rien de concret. Personne n'avait été témoin de son meurtre. Personne n'en avait entendu parler directement. On essayait de déterminer si on enquêtait sur une disparition ou sur un homicide. Finalement, ils apprennent de sources directes que deux filles se sont vantées d'avoir flanqué une bonne volée à Rena et de lui avoir cassé le nez. Il se trouve qu'elles habitent dans la même famille d'accueil que Rena. C'est là que la police vient les cueillir pour les amener au poste. À partir de là, tout va très vite. Ça n'a pas pris longtemps avant que la première avoue sa participation à l'agression et nous dise ce qu'elle savait au sujet du meurtre. Mais elle n'avait pas vu le meurtre et ces informations étaient de deuxième et troisième main. Maintenant que Chloé a parlé, Bob Downey a le nom de tous les agresseurs. Un garçon et 7 filles. Le garçon n'a même pas 16 ans. La plus jeune des filles en a tout juste 13. Mais ces aveux ne suffisent pas. Bob Downey lance des mandats d'arrêt pour la détention provisoire de tous les suspects. Il veut pouvoir mener de front tous les interrogatoires.
Ce n'est pas un cas où les jeunes étaient bouleversés et fondaient en larmes. Je me souviens encore de certaines des filles qui étaient responsables de l'agression. Elles étaient assises là, et elles jasaient, elles riaient. Et je me souviens les avoir vues en passant et j'étais presque dégoûté. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Mais vraiment pas. La police apprend que les jeunes se rencontrent souvent sous le pont, dans un parc en bordure de la gorge. Le pont est tout près de leur école et chaque semaine, il y a des parties qui finissent tard dans la nuit. C'est un endroit favori des jeunes. Là, ils sont à l'abri des regards des adultes, libres d'agir comme ils le veulent. Ils ont attiré la victime à cet endroit-là sous prétexte qu'il y avait un party. Et vous savez, c'était un coup monté. Ils l'ont attiré là. Ils étaient prêts. Ils s'étaient mis en tête de la battre et c'est ce qu'ils ont fait. Ce soir-là, Rena a décidé de se rendre sous le pont dans l'espoir de faire partie du groupe. Quand Rena voit Chloé arriver, elle comprend qu'elle a sans doute eu tort de croire que la hache de guerre était enterrée. Chloé passe à l'attaque. Il y a même une fille qui avait une cigarette et qui lui a fait une brûlure au beau milieu du front. Mon opinion est que, étant donné son origine culturelle, ça devait être une insulte pour elle. Ses traditions, sa famille, tout le monde. Et je pense que c'était une insulte intentionnelle. La victime a répondu par un coup de poing et c'est comme ça que la bataille a commencé. Et puis les autres s'en sont mêlés. Finalement, ils étaient 8 à se jeter sur elle. Elle n'avait aucune chance de s'en tirer avec tous ces jeunes contre elle. Ils se laissaient tous entraîner par la vague. Elle était seule au monde. Il n'y avait personne de son côté pour l'aider. Personne pour lui venir en aide. Mais une des suspectes a fini par voir que la victime en avait assez. C'était une dure et il le savait. Elle faisait du kickboxing et ce n'était pas la première bataille qu'il faisait. Elle a dit aux autres d'arrêter. Elle a dit ça suffit. S'il y en a qui veulent la frapper, il faut qu'ils passent par moi avant. Et heureusement, sinon ils auraient continué. Ils lui ont volé son sac et ils étaient comme des rats avec un bout de viande. Une fois le sac vide, le jeu est terminé et la bande quitte le parc, laissant Rena à son sort. À ce moment-là, elle pouvait marcher, mais lentement. Certains ont dit avec difficulté. Sans dire un mot, elle a commencé à traverser le pont en direction est, soit vers Saanich. Ceux qui l'ont vue ont dit que son visage avait déjà des bleus, qu'elle saignait du nez et qu'elle marchait avec beaucoup de difficulté. À ce stade de l'enquête, les 8 adolescents sont d'accord pour dire qu'ils ont vu Rena traverser le pont après avoir été battue. Mais voici où les événements prennent une nouvelle tournure. 6 des adolescentes disent que Warren et Kelly ont quitté le groupe et ont suivi Rena. Mais ceux-ci affirment qu'ils sont tout simplement rentrés chez eux. Ces déclarations contradictoires conduisent la police à changer l'enquête sur une disparition en enquête sur un homicide. Et les enquêteurs savent où Rena a été vue pour la dernière fois. Alors ils commencent leurs recherches dans la rivière. La gorge est une rivière amarrée et de forts courants remontent du port de Victoria bien au-delà du pont Craigflower. C'est une rivière envahie par de longues herbes de mer. La police sait donc que les recherches vont être difficiles. Ah oui, l'eau. C'est l'ennemi. Dans toutes les enquêtes, surtout quand la criminalistique entre en jeu. C'est une barrière psychologique pour les policiers et les criminels. Souvent, un criminel va jeter un objet à l'eau en pensant qu'il sera introuvable, en se pensant en sécurité. Il l'a jeté à la mer. Mais c'est pour ça qu'on a des plongeurs, pour enlever cette barrière psychologique, pour aller chercher l'objet en question. L'équipe de plongée a circonscrit un périmètre de recherche en fonction de l'ampleur des marées, la nuit du crime. L'eau est peu profonde, mais le fond est couvert de limons qui troublent l'eau dès qu'elle est un peu agitée.
La visibilité est donc quasi nulle pour les plongeurs, qui doivent chercher à tâtons, comme dans l'obscurité. Rick Gosling, un vétéran des services de plongée de la police, sait à quel point il est dur psychologiquement de chercher un cadavre sous l'eau. Souvent, on commence par y aller au toucher. Quand on passe nos mains sur une surface qui est plate, boueuse, et que tout à coup, on touche à un corps, c'est pas mal saisissant. C'est même effrayant. Dans l'obscurité, le corps a l'air menaçant. Et en plus, la visibilité est tellement mauvaise qu'il faut s'approcher très près pour confirmer que c'est bien un corps. Sur le plan psychologique, il y a beaucoup de plongeurs qui trouvent ça très très dur. Première découverte, une petite culotte. Elle reposait tout au fond de la rivière. La plupart des objets qu'on trouve sont au fond. Ils ne flottent plus. Ils ne sont pas transportés par les marées. Souvent, ce sont des objets qui coulent au fond, même s'ils sont légers, comme des vêtements, des papiers, des choses comme ça. Quand ils sont saturés d'eau et qu'ils touchent le fond, souvent, ils restent là. Comme sur Terre aussi, toutes les précautions sont prises pour recueillir les preuves sous l'eau. On ne sait jamais s'il ne pourrait pas y avoir un petit bout de preuve collé au tissu. Chaque fois qu'on prend un objet qui est sous l'eau, on essaie d'avoir un sac assez grand pour qu'on puisse glisser l'objet dedans sans avoir à le ramasser ou à le déplacer. En même temps, on prend une partie de l'eau qui entoure l'objet parce qu'elle pourrait contenir des éléments de preuve, des cheveux par exemple, ou des fibres, des choses comme ça. L'équipe de plongeurs découvre aussi une paire de jeans. Là, on s'est dit qu'on était sur la bonne voie. On se déplaçait dans la direction dans laquelle on pensait que la jeune fille pouvait se trouver si elle était entrée à l'eau à ce moment-là. On était pas mal convaincus que ça ne prendrait pas beaucoup de temps avant qu'on la trouve. Mais les heures passent et les plongeurs ne trouvent rien de plus que les vêtements. C'était vraiment décourageant. Il fallait bien qu'elle soit quelque part. Quand un corps est au fond de l'eau, il faut un courant exceptionnellement rapide pour le déplacer. On ne savait pas pourquoi on ne pouvait pas trouver la jeune fille, puisqu'on avait trouvé un de ses vêtements, à moins qu'elle ne soit pas là. Mais où peut bien être Rena? Plus d'une semaine après sa disparition, Stan Lowe, le procureur de la Couronne, voudrait porter au plus vite des accusations. Mais il ne peut conclure sur quel chef l'accusation portera. Est-ce que les jeunes seront accusés de l'agression physique de Rena, ou pire, son meurtre? Une jeune fille de 14 ans est disparue depuis une semaine et est maintenant présumée morte. 7 filles et un garçon sont en détention provisoire à Victoria, en Colombie-Britannique. Ces jeunes ont admis avoir battu Rena sauvagement. Jusqu'ici, aucune accusation n'a été portée contre eux. Les enquêteurs continuent de chercher la disparue. Pour venir en renfort à l'équipe de plongée de la police, un hélicoptère de la garde côtière survole la rivière. À ce moment-là de l'année, l'eau a une couleur très sombre. C'est presque comme un gris très, très foncé. On a passé au-dessus de l'équipe de plongée. On était à peu près à 400 mètres de l'équipe quand on venait tout juste de commencer notre recherche. C'était très surprenant. J'ai regardé en bas, je l'ai vue là, dans l'eau. Elle était vraiment très bien cachée. On ne pouvait pas la voir de la rive, ni d'un bateau sur la rivière. Mais en passant au-dessus en hélicoptère, on ne pouvait pas la manquer. Les enquêteurs comprennent maintenant pourquoi le corps n'a pas été découvert. D'abord, à cause des caprices des marées. Contrairement à toute logique, le corps n'a pas été porté en aval du pont, comme ses vêtements. Il a remonté la rivière. Ensuite, les herbes de mer, qui couvrent de grandes surfaces et qui vont et viennent au gré du courant. Elle flottait juste au-dessous de la surface, peut-être à 1 pouce ou 2. Je me souviens qu'elle portait un T-shirt. Mais évidemment, elle ne portait rien d'autre. On avait déjà retrouvé ses autres vêtements, ses jeans, sa petite culotte. Vraiment, tout ce qu'elle portait, c'était un T-shirt.
plongeurs procèdent avec une précaution extrême pour remuer le moins possible l'eau qui entoure le corps, car il peut rester des micro-éléments de preuve. Ça faisait 1 semaine que le corps était dans l'eau. Est-ce qu'il resterait des indices physiques ou des traces d'ADN? Pour Bob Downey, l'enquêteur en chef, la découverte du corps signifie qu'il va pouvoir porter des accusations contre les jeunes. On était presque soulagés de trouver le corps. C'était ça de fait. Ça semble froid de dire ça, mais on avait maintenant une scène de crime à examiner avec une approche criminalistique et on avait un corps. L'enquête passait à d'autres étapes. À Victoria, la nouvelle éclate, semant la consternation et l'effroi. C'est du jamais vu dans l'histoire de la police, au Canada et même dans le monde. Les reporters arrivent de partout sur la planète. D'après moi, ce qui a vraiment secoué la ville, c'était l'âge des personnes impliquées et aussi le fait qu'une jeune fille avait été assassinée près de chez elle. Et pas seulement ça, c'était des jeunes. On parle de personnes âgées de 13, 14 et 15 ans qui étaient les suspects. C'était presque des enfants. Ce n'est pas une affaire de pédophilie ou quelque chose du genre. C'était des enfants qui tuaient d'autres enfants. Le choc vient non seulement du fait que les présumés coupables sont des mineurs, mais surtout que 7 des 8 sont des filles. Le corps de Rena est transporté à l'hôpital pour une autopsie. Rena est-elle morte des coups qu'elle a reçus? Auquel cas, les meurtriers seront au nombre de 8. Ou est-elle morte noyée? Auquel cas, il ne reste plus que 2 coupables possibles de son meurtre, Warren et Kelly. Quoi qu'il en soit, le rapport d'autopsie témoigne de la brutalité subie. Ce que je peux vous dire, c'est que la victime a subi un trauma considérable. Elle avait des contusions très profondes au niveau des tissus, d'autres contusions au niveau des organes internes. C'était un trauma considérable, comme si elle avait été écrasée. Je vous avoue, j'ai vu plusieurs autopsies, mais je n'avais jamais vu des contusions comme ça, sauf peut-être chez des victimes d'accidents de la route, ce genre de blessures. Mais Rena n'est pas morte de ses blessures. Cachée dans la chair de ses poumons, le médecin légiste a trouvé de minuscules graviers. J'ai assisté à l'autopsie en tant que responsable des pièces à conviction. La cause du décès, c'est la noyade. Je pense que ça révèle que la victime a été maintenue sous l'eau de force. L'eau n'était pas très profonde et probablement, en essayant de prendre une dernière respiration au fond de l'eau, elle a dû aspirer quelques graviers qui étaient au fond. Pendant ce temps, la police se concentre en particulier sur Warren, l'un des 2 jeunes qui, d'après les témoignages de la bande, a suivi Rena sur le pont après l'attaque. Warren a eu la vie dure dès sa plus tendre enfance. Âgé de 15 ans, il habite seul depuis 1 an. Son père est parti pour la Californie, et la dernière fois que Warren a vu sa mère, elle était ivre-morte. Cette année, Warren a découvert l'existence des Crips, une gang qui lui a servi d'inspiration. Depuis, il a sa bande, le Crip Mafia Cartel. Lui, toujours en blanc, et ses gangsters, toujours en bleu. Il a fait le tour de la scène avec l'enquêteur en lui racontant ce qui s'était passé, mais en minimisant sa participation. Genre, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Il a peut-être même dit qu'il avait participé un peu à l'agression. Mais le policier annonce à Warren que le corps de Rena a été retrouvé dans la rivière et qu'un médecin fait actuellement une autopsie. Il y aura des analyses médico-légales, des tests d'ADN, et puis tout le bas du corps était nu. Le médecin va vérifier s'il y a eu viol. Le policier explique aussi qu'ils vont chercher des restes d'empreintes digitales sur tout ce qu'ils ont retrouvé, en particulier sur les vêtements de la victime. Pour la première fois, Warren semble désarçonné. Il avoue que lui et Kelly ont demandé à Rena d'enlever sa veste, ses chaussures, et que c'est lui qui les a ramassées. Warren demande à parler à son père, qui habite aux États-Unis. On l'a entendu crier au téléphone.
Il sacrait, il disait « je me suis mis dans le trouble ». Vous savez, il pensait à son problème à lui, pas à ce qui était arrivé à la victime. Et ça aussi, c'est caractéristique de la plupart de ces jeunes-là. Les interrogatoires sont compliqués du fait que tous les suspects sont mineurs. Et dans le cas de Kelly, qui a été vue en compagnie de Warren, en train de suivre Rena, les restrictions imposées par la loi posent un obstacle majeur. Kelly affirme tout simplement qu'elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé une fois que Rena est partie sur le pont. Et elle refuse de coopérer. Les lois en vigueur étaient claires. Dès qu'un jeune refusait de faire une déclaration, il fallait arrêter. Kelly, 14 ans, vient d'un milieu aisé. Elle habite chez sa mère et son beau-père. Parmi la bande de filles, Kelly paraît souvent en retrait. Mais les policiers qui ont fait la tournée des casiers à l'école à la suite des arrestations ont découvert un indice troublant. Je me souviens très nettement des dessins qu'on a saisis à l'école, dans le casier de la suspecte. Il y en avait un qui représentait un agent de police qui se faisait tirer dessus. Les balles qui frappaient, et le sang qui giclait autour. La meilleure amie de Kelly est Chloé. Son héros, c'est Al Capone, le parfait hors-la-loi. D'ailleurs, elle a déjà fait pas mal de mauvais coups. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en famille d'accueil. Même chose pour Jessie. Sa mère n'arrive plus à contrôler ses colères, ses hystéries. Alors elle l'a placée en famille d'accueil pour tenter de la calmer. La police a obtenu plus d'une dizaine de mandats de perquisition pour pénétrer chez tous les suspects. Ils ont récupéré ce que portaient les jeunes cette nuit-là. Des jeans, des chaussures de sport, des vestes. Toutes les pièces à conviction vont être envoyées au laboratoire judiciaire pour examen et analyse. L'équipe de plongée de la police retourne sur les lieux du crime dans l'espoir de retrouver le moindre indice qui aurait pu rester au fond de l'eau. On a commencé à trouver des petits objets. Il y avait un carnet d'adresses, des stylos, un crayon, une gomme à effacer aussi. Puis là, on a commencé à trouver des feuilles de papier, à peu près de la taille d'un journal personnel. On pourrait penser que le courant les avait emportées, mais elles étaient encore collées au fond. C'est devenu évident, pas longtemps après, qu'on venait de trouver le journal personnel de la jeune disparue. C'était assez troublant. Le journal de Rena est envoyé au laboratoire judiciaire de la Gendarmerie royale du Canada. Est-ce que Rena pourra enfin raconter sa version des faits? Une jeune fille de 14 ans a été sauvagement battue par un groupe de jeunes et noyée ensuite par un ou deux d'entre eux. Les principaux suspects ont eu une enfance difficile et troublée, mais on ne sait toujours pas ce qui a pu les motiver à attaquer Rena de façon si cruelle. L'équipe de plongée de la Gendarmerie royale du Canada à Victoria vient de repêcher le journal personnel de Rena. Dès le lendemain de la découverte du journal, John Kovacs, spécialiste de l'analyse des documents au laboratoire judiciaire de la GRC, se met au travail. Cette pièce lui a été envoyée par express, car il était impérieux de ne pas laisser l'eau attaquer plus longtemps le papier, effacer l'encre, détruire des preuves possibles. Ce qui était important, d'abord et avant tout, c'était de séparer les pages une par une. Comme ça, on pouvait préserver toute l'information qui était visible pour pouvoir la remettre à l'enquêteur. Quand l'eau est de la partie, toutes les pièces à conviction doivent être prélevées avec l'eau environnante. Dans le cas de papier, il faut faire au plus vite avant qu'il ne se décompose. Le papier, à la base, c'est probablement 97% d'eau avec un peu de fibre. Au fur et à mesure qu'on transforme tout ça en papier, l'eau est enlevée et il reste juste des fibres. Mais à partir du moment où on place le document dans un milieu où il y a de l'humidité, il gonfle beaucoup et il commence à se décomposer dans ses éléments. Première tâche, séparer les pages que l'eau a agglutinées les unes aux autres.
Il y a des parties qui avaient été endommagées par l'érosion. Il reste quand même que le texte était presque entièrement lisible. En fait, il avait surtout été écrit au stylo. Et l'encre de stylo, c'est une encre qui n'est pas soluble dans l'eau. Pour les besoins de ce cas-là, j'ai créé un dossier dans lequel j'ai mis des photocopies de toutes les pages du journal. Comme ça, je savais que l'enquêteur pourrait les manipuler comme il le voulait, sans avoir peur d'endommager l'original même. L'objectif est de permettre aux enquêteurs d'établir des nouveaux liens entre les événements ou les personnes qui pourraient jeter de la lumière sur l'attaque et le meurtre. Pendant ce temps, la police ne démord pas. Elle étend ses filets et continue d'interroger les jeunes afin de mieux comprendre comment Rena est devenue la victime de cette violente attaque. Les enquêteurs apprennent que 2 semaines avant l'attaque, les 2 filles qui habitaient avec Rena dans la famille d'accueil avaient passé beaucoup de temps au téléphone avec Kelly. Quand elles étaient en train de préparer leur coup, elles avaient des idées bizarres, comme l'emmener dans les bois et l'enterrer dans un trou. Bon, enfin, c'est ce que les jeunes nous ont dit. De fil en aiguille, les enquêteurs apprennent que Chloé et Jessie en voulaient à Rena parce qu'elle avait volé le carnet d'adresse de Chloé et avait appelé les amis de Chloé pour leur dire les pires mensonges sur elle, du genre Chloé a le sida. Ou au contraire, bizarrement, pour prétendre qu'elle était une bonne amie de Chloé. Chloé en était folle de rage. Pire encore, des jeunes avaient vu Rena avec la veste du copain de Jessie sur le dos. Certains racontaient même que Rena avait couché avec lui. Quand Jessie l'avait appris, elle avait juré qu'elle allait massacrer Rena. Elle voulait se venger. T'as pas le droit de me faire ça, de coucher avec mon chum. Tu ne peux pas prendre mon carnet et te faire passer pour mon ami, parce que t'es une désaxée. Mais il n'y avait rien qui donnait un motif direct à Warren ou Kelly pour commettre un acte aussi sauvage. Les interrogations se poursuivent implacablement. Warren donne plusieurs versions des faits. Il maintient pendant longtemps qu'il est tout simplement rentré à la maison lui aussi, sans jamais avoir revu Rena. Mais la police a trouvé un témoin oculaire. On a un témoin qui dit avoir vu la victime partir et 2 autres la suivre. Comme on l'a dit plus tard, il y a 3 personnes qui partent sur le pont, mais juste 2 qui reviennent. Warren finit par reconnaître que le témoin dit vrai. Mais il raconte qu'il avait vraiment l'intention de rentrer lui aussi et que Kelly l'a retenu. Elle lui a dit « Viens, on va voir si Rena a besoin d'aide. » Il nous a dit plus tard qu'il savait bien qu'il n'allait pas l'aider. Juste lui faire encore mal. Les enquêteurs finissent par obtenir une confession de Warren. La fille demande à la victime si elle va les dénoncer. Elle vient de se faire battre. Elle est battue. Elle ne peut pas se protéger. C'est sûr qu'elle dit non. Je ne vais pas vous dénoncer. Et là, la suspecte lui dit que ce n'est pas fini. Ils prennent sa veste et ses chaussures, ils les plient et ils les mettent de côté. Et ils recommencent à la dénigrer pour l'humilier encore plus. Pour lui montrer qui est en charge. Et là, le gars et la fille commencent tous les 2 à lui donner des coups de poing et des coups de pied. C'était une scène horrible. Elle en a perdu connaissance. Ils l'ont traîné ensemble jusqu'à la rivière. En descendant, ses jeans ont commencé à glisser et ses fesses étaient à l'air. Warren raconte qu'une fois qu'il a vu que Kelly voulait entrer dans la rivière pour y jeter Rena, il est resté au bord en la suppliant 3 fois d'arrêter. Mais Kelly a traîné Rena dans la rivière, assez loin pour lui tenir la tête complètement sous l'eau pendant très longtemps. Le gars nous a dit qu'il a vu de l'écume rouge qui montait à la surface à l'endroit où la fille était tenue sous l'eau.
Il y avait une pleine lune ce soir-là. Kelly, elle, continue de tout nier. Elle maintient qu'elle est rentrée à la maison comme les autres cette nuit-là. Elle se souvient d'avoir pris une douche avant de se mettre au lit. Elle répond que les témoignages des autres jeunes sont des rumeurs, que les autres l'accusent injustement et qu'elle est innocente. L'examen du journal, lui, n'amène aucun nouvel indice. Je ne savais vraiment pas grand-chose au sujet de la victime, mais j'ai appris à la connaître un peu en lisant son journal. J'ai eu l'impression que c'était une jeune fille en pleine croissance, qui voulait être acceptée, qui voulait être populaire, qui avait probablement des problèmes à la maison parce qu'elle se rebellait contre les valeurs de ses parents, qui avait des attentes normales pour leurs valeurs. Elle se battait contre ça. Malgré le peu de preuves, les avocats ont du pain sur la planche. Ils doivent préparer des dossiers d'accusation infaillibles contre 8 accusés, 6 pour coups et blessures et 2 pour meurtre au second degré. Ils décident que Warren et Kelly ne devraient pas subir leur procès devant le tribunal de la jeunesse. Les adolescents font appel à cette décision. À Victoria, en Colombie-Britannique, la tenue du procès est imminente pour les accusés de l'attaque sauvage et du meurtre de Rena Burke, tous âgés de 13 à 16 ans. 2 crimes vont être jugés. Une attaque avec coups et blessures, dont sont accusées 6 filles, et un meurtre pour lequel vont comparaître Warren Glowatsky et Kelly Ellard. Pour l'attaque, l'affaire est rondement menée. Pas besoin de preuves, les enquêteurs ont des témoignages et des aveux qui se recoupent. Les filles sont accusées en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants. Elles plaident coupables et écopent de 6 mois à 1 an de prison. Warren et Kelly, eux, seront jugés en tant qu'adultes. La Cour en a décidé ainsi. Tous deux ont fait appel. Leur appel a été rejeté. Pour le meurtre dont ils sont accusés, il n'y a aucun témoin. Personne n'a vu Kelly ou Warren traîner Rena vers la rivière et la noyer. Stan Lowe, avocat de la Couronne, cherche des preuves médico-légales mettant les suspects sur les lieux du crime. Est-ce que l'eau a vraiment tout dilué, emporté ou délavé? Première preuve, les jeans que Warren portait cette nuit-là et que la police a saisis lors d'une perquisition. Est-ce que les jeans mettront Warren sur la scène du crime? Il portait des jeans blancs. À l'époque, il avait une petite amie et il y a un des témoins qui passait la nuit chez lui. Ils ont tous les deux vu ce qu'ils ont pris pour une tache de sang sur ses jeans. Une tache de la taille d'un 10 cents ou d'un 25 cents. Il a lavé ses jeans et ses bas. En fait, il a demandé comment laver la tache à l'eau de Javel. Quand on a récupéré ses jeans, on a pu trouver une marque, mais on n'a pas pu établir que c'était du sang à cause de l'eau de Javel. Il ne voulait pas être mêlé à ça. Il savait que c'était une preuve et il a tout fait pour la supprimer. Deuxième preuve. La police avait aussi saisi les chaussures des accusés. Chacune des paires de chaussures avait été mise dans des sacs pour pièces à conviction. Au moment de les envoyer au laboratoire judiciaire, Scott Green avait remarqué quelque chose de curieux pour les chaussures de Kelly et Warren. Ce que j'ai découvert plus tard est que ces chaussures-là avaient l'air sèches quand on les a mises dans les sacs, mais plus tard, l'eau a commencé à s'écouler des souliers et à se répandre dans le fond des sacs. Aucune des autres chaussures saisies n'ont fait ça. Ma théorie, aujourd'hui, c'est que c'était les chaussures que les 2 suspects portaient la nuit du meurtre. Elles étaient tellement trempées qu'elles n'ont pas séché complètement. Mais les analyses judiciaires ont été jugées non concluantes. Pas suffisamment fortes pour mettre les accusés sur la scène du crime. Troisième preuve, les jeans que portait Rena la nuit où elle a été assassinée et qui ont été retrouvés après toute une semaine au fond de la rivière. Les analyses scientifiques n'ont rien donné. Pas d'ADN, pas la moindre microtrace d'éléments de preuve. Quatrième pièce capitale, la veste que portait Rena. Ça, la veste, c'est une histoire intéressante. Ils lui ont pris sa veste.
Ils l'ont pliée et mise par terre. Quelqu'un qui passait à vélo l'a ramassée en pensant que ça appartenait peut-être à un ami. Il a vu le sang et il l'a apporté chez lui et c'est là qu'il l'a lavée. Stan Lowe, avocat de la couronne, doit procéder sans preuve concrète mettant les suspects sur les lieux du crime. La partie sera rude à jouer contre la défense. Certes, Warren a fait des aveux, mais incomplets et contradictoires. Et Kelly continue de tout nier. Warren va en cours le premier pour meurtre au second degré. Au premier jour de son procès, Warren semble vulnérable. Il avait l'air jeune, petit, nerveux, inquiet. Lors de son introduction, Stan Lowe utilise une phrase percutante qui illustre le point tournant de cette nuit-là. 3 ont traversé le pont, 2 seulement sont revenus. Warren témoigne. Il reconnaît avoir traversé le pont avec Kelly et avoir rattrapé Rena. C'est un point de gagné pour la couronne. Il nous a servi une version des faits qui était très vague, très aseptisée, où il rejetait le blâme sur Kelly Ellard. Il se présentait comme le gars qui avait essayé de la convaincre d'arrêter. Il disait qu'il lui avait demandé au moins 3 fois d'arrêter. Finalement, il minimisait l'importance de sa participation à lui. Il n'a pas donné de détails du tout. Dans tout ce qu'il a dit, il n'y avait rien qui décrivait la victime pendant l'attaque. En contre-interrogatoire, Stan Lowe décide de faire revivre le crime à Warren, moment par moment, mais pas dans un ordre chronologique. Il compte sur cette tactique pour désarçonner Warren. Je l'ai amené à parler de ce qui le motivait. Il s'en tenait aux événements en général, mais je l'ai fait arrêter à chaque étape. À quoi il pensait à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il pensait qui allait se passer? Pourquoi avoir aidé à enlever les chaussures et la veste? Il ne savait pas. Quand je l'interrogeais sur chacun de ses gestes, qui à mon avis en disent plus long que les mots, il n'avait pas de réponse rationnelle. Après 1 mois, le juge rend un long jugement. Impossible de savoir dans quel sens ira le verdict. Et puis finalement, il y a ce mot. Coupable. La peine obligatoire à l'époque, c'était l'emprisonnement en perpétuité sans possibilité de remise en liberté pendant 7 ans. Warren avait 15 ans l'année du crime. 17 ans quand il est parti pour la prison à perpétuité. La condamnation de Warren devrait aider la poursuite contre Kelly. Enfin, c'est ce que plusieurs espèrent. En effet, le crime a tant provoqué l'indignation à Victoria que les avocats de Kelly ont demandé à la Cour que son procès soit tenu à Vancouver, à 150 km de là. Après un délai de 2 ans, c'est finalement le tour de Kelly Ellard. Kelly admet avoir participé à l'attaque, mais rien de plus. L'avocat de Kelly souligne que rien ne met sa cliente sur les lieux du crime. Pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, pas de sang sur les vêtements de l'accusé. Il affirme que Warren a tout simplement menti. Mais Kelly Ellard est elle aussi reconnue coupable et condamnée. Aussitôt, son avocat fait appel et gagne. Elle est libérée 5 mois plus tard. Catherine Murray, une collègue de Stan Lowe, apprend le verdict le jour même. Quand j'ai appris que la cause allait en appel, je travaillais sur les causes qui étaient liées aux gangs des Crips. J'ai tout de suite appelé à mon bureau et j'ai dit « Je veux vraiment être sur l'affaire Ellard ». Stan était sur une autre affaire de meurtre et c'est moi qui ai fini par reprendre le dossier. C'était un crime affreux, un crime qui avait terrorisé la population de Victoria. Pour un procureur, c'est un défi incroyable. C'est vraiment important. Pendant qu'elle se prépare au procès, Catherine Murray apprend que la veste que portait Kelly la nuit du crime a été saisie lors d'une perquisition. Il y avait des taches qui ressemblaient à des taches de sel séchées sur la veste, presque jusqu'à la taille de la veste et un peu sur les manches aussi. Les résidus de ces taches ont été envoyés au laboratoire de la Gendarmerie royale du Canada à Vancouver. Ils ont été confiés au chimiste Robert Groves. Robert Groves a demandé alors qu'on lui envoie un échantillon d'eau de la rivière
pour faire des comparaisons. Je voulais reproduire ce qui arriverait si cette veste-là, pas une veste semblable, mais exactement celle-là, entrait en contact avec de l'eau de mer. Qu'est-ce qui arriverait? J'ai trempé le col dans l'eau et l'eau s'est infiltrée petit à petit dans le tissu. On pouvait voir l'eau s'infiltrer. Quand j'ai senti qu'il y avait assez d'eau d'absorber, j'ai sorti le col du liquide et je l'ai laissé sécher. Quand le col a été sec, j'ai pu voir qu'il y avait une ligne irrégulière formée d'un résidu blanc semblable à celle qu'on voyait au bas de la veste. Tout ce que j'ai trouvé, finalement, c'est du sodium et du chlore. Alors, j'ai pu résoudre le mystère jusqu'à un certain point parce qu'il était possible que la veste ait été en contact avec de l'eau de mer. Et parce que les éléments que j'ai trouvés sur mon échantillon étaient indifférenciables des éléments trouvés au bas de la veste. Mais cette preuve est tout de même jugée insuffisante pour prouver la présence de Kelly sur la scène du crime. Quoi qu'il en soit, Catherine Murray a une idée de comment elle pourra se servir de cette veste à bon escient. Autre plan de Catherine Murray, demander à Warren de témoigner au deuxième procès de Kelly, car il avait refusé de le faire au premier. À ce moment-là, Warren était en train de purger sa peine et il essayait de s'améliorer. Il s'est inscrit à toutes sortes de programmes, mais il voyait un conseiller aussi. Warren accepte de témoigner. 7 ans après le crime, le deuxième procès de Kelly Ellard commence. Kelly devra faire face à Warren pour la première fois depuis leur arrestation. Son comportement était assez intéressant. Pendant l'interrogatoire de son avocat, elle se comportait d'une manière, mais elle était complètement différente pendant mon contre-interrogatoire. Elle n'arrêtait pas de me dire de me dépêcher, que je faisais perdre son temps. Elle pleurait. Elle continuait à nier. Elle m'a même dit « Tu peux me demander n'importe quoi. La réponse est non. » C'était pas mal intéressant comme interrogatoire. Warren a vraiment été très convaincant. Il a raconté comment Kelly et lui avaient commencé à attaquer la victime, à l'abattre, à lui donner des coups de poing, jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Ils ont donné des coups de pied, ils lui ont littéralement marché sur le corps, de tout leur poids, jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Elle avait perdu conscience. Il a raconté que Kelly avait pris la victime par un pied et que lui l'avait prise par l'autre pied et qu'il l'avait traînée comme ça jusqu'à la rivière. Et que, quand ils sont arrivés au bord de l'eau, il s'était arrêté. Que Kelly avait traîné la victime dans l'eau. Elle avait de l'eau jusqu'à sa taille. Il nous a raconté comment Kelly avait tenu la tête de la victime sous l'eau jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Et après, il nous a dit que la victime flottait. À la fin de son contre-interrogatoire, Catherine Murray sort la veste et la montre à Kelly. Sa réaction étonne l'audience. J'ai juste levé la veste et j'ai dit « La veste parle d'elle-même, non? » Et elle s'est comme effondrée. Et elle a dit « T'as ce que tu voulais? Je vais être condamnée. Je vais passer le reste de ma vie en prison. Est-ce que t'es content? » Ou quelque chose du genre. Le verdict du jury tombe, effet de bombe. Après 5 jours de délibération, le jury était dans l'impasse. 11 coupables, 1 non coupable. C'était la fin du deuxième procès Ellard. Quand on a vu ça, on s'est tout de suite mis au téléphone et on a commencé à appeler les témoins. Quand on leur a dit ce qui se passait, ils nous ont dit qu'ils reviendraient témoigner. Et on a recommencé. 3e procès Ellard. Warren a encore été convaincant. Et elle, Kelly, a été reconnue coupable de meurtre au 2e degré. Kelly Ellard est condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 7 ans. Après 7 ans de détention,
Warren a demandé une libération conditionnelle. Elle lui a été refusée. Il est toujours en prison. Cette jeune fille n'est pas morte pour rien. Son histoire a eu un grand impact. Elle a fait le tour du monde et elle a fait ressortir le problème de la violence chez les jeunes. Pas seulement dans notre ville et notre province, mais partout au pays. C'est important, ça. Warren et Kelly croyaient que l'eau garderait leur secret pour toujours. Mais la détermination des enquêteurs et l'ingéniosité des procureurs ont su déjouer leurs complices et rendre justice à Rena Verk.